Bon, donc ici on a un petit énoncé, donc j'ai une chaîne de mesurage est constituée d'un transmetteur de température de classe 1, étendue d'échelle qui mesure de 0 à 250 degrés Celsius, et d'un enregistreur de la même classe de précision. Bon, point. L'enregistreur marque 50 degrés, entre quelles limites se trouve la température vraie, point d'interrogation. Bon, tout d'abord on va dessiner cette chaîne de mesurage qui est constituée d'un transmetteur. Bien sûr, il y a l'environnement extérieur où on va prélever la température vraie, la vraie température qui existe dans l'environnement. L'environnement, ça peut être un four, ça peut être peu importe ce que c'est. C'est peut-être un lieu de stockage métallique en inox. C'est peut-être voilà, peut-être une conduite, je ne sais pas, j'en sais pas plus. Voilà, une conduite chaude, etc., etc. Bon, une chaîne de mesurage est constituée donc d'un transmetteur. Il est constitué d'un transmetteur, donc on va dessiner le transmetteur qui va prélever la température du milieu, donc du milieu extérieur, ou c'est peut-être dans un milieu, au sein d'un milieu d'un four, ou etc. En tout cas, on va dire au sein d'un milieu. Voilà. Donc on a une température vraie dans un milieu qui est prélevée par un capteur, ici un capteur transmetteur, qui va envoyer l'information à, si vous voulez, un enregistreur. Donc ici, je vais passer mon enregistreur, voilà, et qui va indiquer, lui, l'enregistreur marque 50 degrés. Donc en fait, il mesure la température, il va écrire la température, soit sur sur du papier, une bobine en papier, je ne sais pas, hein, c'est peut-être un enregistreur à bobine papier, ou alors un enregistreur numérique, peu importe, on s'en fout de ça. Voilà quel type d'enregistreur est-ce, mais en tout cas l'information va partir du milieu vers l'enregistreur en passant par le capteur, donc l'information passe au travers des flèches que je vous indique. Alors, le capteur transmetteur, bon, il a une lecture, un calibre à fond d'échelle qui va de, si vous voulez, de 0 à 250 degrés Celsius. Et vous comprendrez qu'ici, c'est une chaîne de mesure de température. On capte la température pour l'écrire, je sais pas moi, sur un écran d'affichage, sur une bobine papier, sur, voilà, peu importe où ce qu'on va l'écrire. Bon, voilà. Donc, sachant que le transmetteur peut mesurer jusque 250 degrés maximum. Au maximum, pas plus. Donc, s'il doit mesurer à 250 degrés, il est capable de mesurer 50 degrés, c'est pas un problème. Donc, supposons qu'il a mesuré 50 degrés, qu'il l'envoie à l'enregistreur et qu'il lui écrit 50 degrés, c'est ça que ça veut dire. Entre quelles limites se trouve la température vraie? Bon, la température vraie va se situer dans quelle limite, sachant qu'on a mesuré 50 degrés. Ça veut dire que la limite, ben, c'est 50 degrés Celsius plus une erreur absolue, voilà, et 50 degrés moins une erreur absolue. Et il faut chercher cette erreur absolue. Mais comment trouver cette erreur absolue, sachant qu'il donne la classe de l'appareil. La classe de l'appareil, ici on a une classe 1 pour le transmetteur, classe 1. Donc j'ai une classe 1 pour le transmetteur. Voilà, et ils disent que l'enregistreur est de la même classe de précision, c'est-à-dire c'est aussi une classe 1. Donc l'enregistreur est de classe 1. Bon, à partir de là, on peut tout trouver. Alors comment eh bien, on va effectuer nos calculs. Donc on va rechercher dans quelle marge se trouve la valeur vraie, et ça sera situé entre 50 plus l'erreur absolue et 50 moins l'erreur absolue. Mais il faut chercher cette erreur absolue. Alors, comment chercher cette erreur absolue? Comment chercher cette erreur absolue, sachant que la classe est de 1? Bon, la classe 1, ça veut dire qu'on a une précision de 1%. C'est ça que ça veut dire. La précision, c'est la même chose de dire que la précision est de 1%. Donc ici, j'ai la même chose, une précision de 1%. Autant dire que c'est un bon appareil, parce que les bons appareils ont une précision qui varie de 1 à 1,5%. Voilà, donc ici on peut estimer qu'il fait partie d'une gamme de bons appareils, puisque il a une bonne précision, et plus la classe est petite, et plus la précision
est bonne. Bon, quand je dis précision, c'est la valeur moyenne de la précision. Hein. Voilà, c'est la valeur moyenne de la précision. Alors, on va calculer tout ça. Grâce à ceci, en fait, 1%, vous comprendrez qu'1%, 1%, ça dépend de la valeur, bien sûr, originelle. Hein. 1% de quoi? Ici, vous avez deux appareils qui sont mis en série. Bon, 1% et 1%. Ce qui veut dire que si, au total, ben, on va avoir une précision de 2%. Parce que l'erreur relative va être celle du capteur-transmetteur plus celle, il faut tenir compte des deux appareils. Comme on a deux appareils, dans la chaîne, ben, la précision va être de 2%. Donc elle va être moindre, fatalement, parce que plus vous rajoutez des appareils, je veux dire, raccrochés à d'autres appareils, plus il faudra tenir compte de tous ces appareils, la précision de tous ces appareils raccrochés entre eux, les appareils entre eux. Donc ici, comme il n'y a que deux appareils, chacun fait 1%, mais l'erreur relative totale vaudra 2%. Et grâce à ça, je peux calculer l'erreur sur le fond d'échelle du capteur transmetteur qui va de 0 à 250. Donc ce qui veut dire que sur 250 degrés Celsius, à fond d'échelle, ben, parce qu'on calcule toujours, si vous voulez, comment on appelle ça, la précision à fond d'échelle. Toujours à fond d'échelle. Voilà. Parce qu'elle correspond à l'erreur maximale que l'appareil peut réaliser. Et voilà. Donc, si je fais 250 degrés Celsius fois plus ou moins 2%, eh bien, on a une erreur absolue qui va être de tabler 250 divisé par 100, ça qui fait 2,5 fois 2, plus ou moins 5 degrés Celsius. Et voilà, quand vous avez des unités ici, non plus des pourcentages, c'est que vous êtes en erreur absolue ici. Alors, contrairement ici, vous êtes en erreur relative. Hein. Alors, quand vous êtes en pourcent, c'est en erreur relative. Et quand relative, parce que justement, c'est un rapport par rapport à un nombre, calculé par rapport à un nombre. Si, imaginez-vous, 2% de 250 n'est pas 2% de 1000. Hein. Voilà, plus le nombre est grand ici, et plus, je vais dire, l'erreur absolue sera grande. Bon, donc on a trouvé 5, et ça, quelle que soit la mesure, si j'avais eu 40, l'appareil aurait mesuré 47, qu'il envoie l'enregistreur 47 degrés, ou 46,5, voilà, il envoie 46,5, alors ben, c'est 46,5 plus ou moins 5 degrés Celsius. Voilà. Donc, mais ici, comme il a mesuré 50 degrés, c'est 50 plus ou moins 5 degrés. Plus 5, l'erreur absolue fait moins 5. Ça veut dire qu'on aura la température vraie sera comprise entre 45 et 55, ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme. Entre 45 et 55, c'est ce qui est énorme. Bon, mais en erreur relative, j'aurai plus ou moins 5, parce que ça c'est l'erreur absolue, divisé par la température mesurée, c'est-à-dire 50 degrés, par les appareils bien sûr, qui n'est pas forcément la température vraie, parce que la température vraie va être dans une gamme, dans la gamme que je vous ai donné, dans l'intervalle que je vous ai donné. Voilà, et donc ici plus ou moins, là si je mets en pourcent, je fais x2, la x2 j'ai plus ou moins 10%. Donc en d'autres termes, je peux dire la chose suivante, que le résultat peut être annoncé de deux façons, ben, que la température sera de 50 degrés plus ou moins 5 degrés Celsius qui est l'erreur absolue, ou encore 50 degrés Celsius plus ou moins 10%. Plus ou moins 10%. Voilà. Maintenant, faisons en sorte que on mesure toujours 50 degrés, hein, ou j'aurais pu mesurer 38, 37 ou 58 ou 120, mais pas 200 parce que l'appareil ne mesure pas 200. Si 200 il peut, mais pas 400 parce que 400 l'appareil il va, voilà, il ne tiendra pas.
Il mesure de 0 à 250, pas plus. Bon, donc je peux me permettre une mesure de 200 degrés, mais pas 300. Alors, eh bien, on va faire une comparaison. Donc ici, on sait bien que ça va varier, l'intervalle va être de 45 à 55, c'est-à-dire que la valeur vraie va se situer entre 45 et 55, la valeur vraie ici, par rapport à la prise de mesure ici de 50. Donc la valeur vraie, bon, il y a quand même une grande gamme de 10 degrés, hein, de 10 degrés Celsius, de 45 à 55. Bon, la précision n'est pas très bonne. Faisons descendre la précision, on va mettre 50 degrés. Supposons on aurait eu, si on avait calculé avec des cases de précision autres, 50 plus ou moins 2 degrés Celsius en erreur absolue. Eh bien, en erreur absolue, pour avoir l'erreur relative, je fais plus ou moins 2 sur 50, ce qui fait sur 100, ce qui fait plus ou moins 4, puisque je fais x2 ici, x2 là, ce qui fait 4,50 en erreur relative. Là, ça c'est l'erreur relative, hein, 50 degrés, plus ou moins 4%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez très bien que ici, l'erreur absolue, qu'est-ce qu'elle fait? L'erreur absolue, elle diminue. Et c'est magnifique ici, parce que là, on n'est plus que dans la valeur vraie ne varie que dans un intervalle de 48 à 52. Mais ce qui est magnifique, on a plus de précision ici que là, parce que là, on a une gamme, la valeur vraie se situe entre 45 et 55, ce qui est une marge énorme. Alors que là, la marge est plus petite. Plus la marge est petite, au niveau de l'erreur absolue, plus elle est petite, et plus, je veux dire, l'appareil est d'autant plus précis. Enfin, que la mesure est d'autant plus précise par rapport à la valeur vraie. Hein. Donc, il y a la valeur mesurée et la valeur vraie, c'est ça. La valeur mesurée et la valeur vraie. Donc là, on est dans une mesure, je veux dire, presque très précise. Hein. L'idéal, c'est d'avoir une erreur absolue de 0%, mais ça, voilà, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il y a toujours des erreurs. Parce que on peut énumérer, si vous voulez, les causes des différentes erreurs possibles, et il y en a énormément, et on trouvera toujours des erreurs, puisqu'il y aura les erreurs de lecture, de mobilité, les erreurs d'hystérésis, les erreurs de justesse ou d'ajustage, si vous voulez. Vous savez, toutes les erreurs dues aux grandeurs d'influence, hein, telles que les températures extérieures, vont agir sur les appareillages. Les pressions statiques, les différentes pressions statiques, s'il y a des pressions statiques qui viennent influencer l'un ou l'autre l'appareil, je ne veux pas dire que la pression statique va influencer tous les appareils, mais la pression statique peut influencer certains types d'appareils. Voilà. Voilà. Je pense par exemple à un appareil qui mesure la différence de pression. Voilà, alors là, on peut se dire qu'il y a probablement une pression statique qui peut venir influencer l'appareil qui va mesurer la différence de pression. Bon, différence de pression, voilà, voilà, différence de pression. Bon, maintenant, on peut avoir des appareils qui sont sensibles à les vibrations et qui peuvent provoquer des erreurs dues à ces mêmes vibrations. Maintenant, les appareils vieillissent. Bon, quels que soient les appareils, l'appareil n'est pas le même quand il est jeune ou quand il est en maturité. Et donc, il y a un fameux vieillissement dû à l'utilisation et sa qualité diminue. Donc, fatalement, on aura des erreurs dues au vieillissement. On aura des erreurs dues à l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité, etc. Sans oublier qu'il y a des appareils qui sont sensibles. Je parle par exemple des appareils transistorisés au bruit quantique, hein, aux différents bruits quantiques par exemple. Par exemple aux champs magnétiques électriques, aux ondes électromagnétiques. Voilà. Sans oublier que bon, il y a d'autres erreurs qui peuvent venir, telles que les erreurs de précision, les erreurs sur le zéro. Si je prends par exemple un appareil tel que, comment on appelle ça, le voltmètre ou un ampèremètre, bon, le fait d'employer certaines fonctions, par exemple l'ampèremètre ou le voltmètre, n'auront pas les mêmes précisions, parce que la précision va varier suivant qu'on utilise au sein même du multimètre. Si je choisis ampèremètre ou voltmètre, voilà, au sein même du multimètre, si je choisis ampèremètre ou voltmètre, ben, la précision peut varier rien que pour ça. Maintenant, si je vais mesurer le type de grandeur, que ce soit continu ou alternatif pour un appareil un multimètre,
bien là aussi, la précision peut encore varier. Donc vous voyez que les erreurs, on peut avoir aussi des erreurs de principe, de méthode. Hein. Voilà, je dis, on a des erreurs de lecture, des erreurs de mobilité, des erreurs d'hystérésis, etc. Enfin, je vous ai dit, il y a plein de types d'erreurs. Ça, on étudie ça dans les cours de métrologie, des cours de, voilà, de capteurs, des cours qui font référence aux capteurs, des cours de, voilà, en pneumatique hydraulique, on utilise des appareils, certains appareillages de mesure de pression, de débit, etc. Bon, là aussi, il faut tenir compte de la justesse et de la précision. La précision, la stabilité, l'influence, toutes les influences diverses, etc., qui vont créer des erreurs, etc. Enfin bref, ça on peut en parler tant qu'on en veut, parce qu'on peut en parler, voilà, des heures et des heures sur justement l'énumération des causes des différents types d'erreurs. Et voilà, et qu'est-ce qui vient faire en sorte qu'un appareil est précis ou l'est moins. Et je vous dirais que c'est le constructeur qui fait en sorte de donner cette classe de précision. C'est à lui. On lui fait confiance en disant que s'il a donné une classe 1, bon, on lui fera confiance que c'est une classe 1 et pas une classe 2. Qu'il a 1% d'erreur et pas plus. Hein, parce que bon, si on ne se fie plus aux constructeurs, ben, de toute façon, tout est calibré, tout est vérifié, tout est contrôlé, tout est... Bon, je veux dire... quoique, bon, on n'est jamais sûr de rien, mais bon, un constructeur, il est censé dire la vérité, donc on doit croire le constructeur et croire à la fiabilité de l'appareil. Voilà, croire à ce qui est donné comme renseignement concernant un type d'appareillage. Donc si par exemple il vous donne une précision de plus ou moins 0,25% de la plage étalonnée, ben, on croira, on croira. Hein. On croira parce qu'il ne faut pas mettre en doute, ça, sinon on ne croit plus rien, on n'achète plus rien, on calcule plus rien, on ne fait plus confiance en rien. Voilà, pour tout ça, pour vous dire que si vous avez une erreur de 0%, vous n'aurez jamais. C'est ça que je veux dire, parce qu'il y a toujours bon, des causes qui vont venir faire en sorte que l'appareillage bon, va subir, je veux dire, l'appareillage au niveau des mesures aura une certaine erreur absolue. Voilà. Et qu'il faut minimiser justement cette erreur absolue. Vaut mieux 2% d'erreur absolue, plus ou moins 2 degrés Celsius pour la mesure de température que 5, parce que là, on est plus précis que là. Là, on voit bien que la précision est de 4%, elle est meilleure de 4% que de 10%. Donc, l'erreur relative ici est plus petite. L'erreur relative ici est plus petite. Autant avoir la plus petite erreur absolue et donc fatalement la plus petite erreur relative. Plus l'erreur absolue est petite, plus l'appareil, je veux dire, sera nettement précis et plus l'erreur relative est petite. Bien sûr, l'erreur relative est, on va dire, intrinsèquement liée à l'erreur absolue. Hein. Si l'erreur absolue est petite, l'erreur relative est petite. Si l'erreur relative est petite, c'est parce que l'erreur absolue est petite. Voilà. Bon, maintenant, si j'avais mesuré 37 degrés, c'est 37 plus ou moins 5 degrés, et là 37 plus... Parce que les 5 degrés, plus ou moins 5 degrés ici, l'erreur absolue, elle est valable, quel que soit, je veux dire, quel que soit le point de mesure que vous avez... voilà, quel que soit le point de mesure. Quel que soit le point de mesure, que ce soit 37, 38, 37, mais ce sera 37, si je mesure 37 et qu'il est inscrit 37 ici, ce sera 37 plus ou moins 5. Donc la valeur vraie sera comprise entre 37 plus ou moins 5. Bon, ce qui fait quand même une large comment on appelle ça, une gamme, je vous dis 5 degrés c'est trop. Plus ou moins 5 c'est trop. Plus ou moins 5 c'est de trop, parce que ça fait une gamme de 10. Hein, entre 45 et 55, ça fait... Quand vous avez plus ou moins 5, il faut dédoubler, hein, parce que vous avez le plus 5 et moins 5, donc ce qui fait une gamme de 10 par rapport au 50. Voilà, donc une gamme de 10. Mais là, vous aurez une gamme de 4. 2 fois 2, ça fait 4. Vous allez aller de
48 à 52, vous avez une gamme de 4. Et donc, en fait, ici, on aura toujours le double de l'erreur absolue. Là, une gamme qui fera le double de l'erreur absolue. On ira de 48 à 52, ce qui fait 4. 52 moins 48, ça fait 4. Alors que 55 moins 45, ça fait 10. Qui correspond à 2 fois l'erreur absolue, en fait. La différence voudra 2 fois. Si je fais 55 moins 45, c'est 2 fois l'erreur absolue. Si je fais 52 moins 48, ce qui fait 2 fois l'erreur absolue. Et l'erreur absolue ici vaut 4. 2 fois 2, ça fait 4. Donc on aura 4 ici. Et 2 fois 5, ça fait 10. Voilà, donc en fait, c'est pour vous dire que dans une chaîne de mesurage, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, il y a toute une panoplie d'erreurs qui vient s'imbriquer et qu'il faut tenir compte de toutes ces erreurs et que, en général, la classe qui est la précision, en fait, en pourcent, bien, c'est par rapport au fond d'échelle. Hein. C'est toujours calculé par rapport au fond d'échelle. Voilà, je vous remercie.